Donc bonjour, résumé chapitre 4, le nomenclature en chimie organique et dosage par spectrophotométrie par étalonnage. Alors il y a pas mal de points, il y en a je crois 8, un truc comme ça, bon ça c'est long je crois. Combien de points? Ouais, 8 points. Alors Premier point, donc il faut, ça vous devez le connaître, hein. Vous devez savoir que le carbone forme 4 liaisons. L'oxygène 2 liaisons, l'hydrogène 1 liaison. C'est-à-dire que si vous avez cette chaîne carbonée et que vous devez représenter la formule semi-développée, il faut savoir le faire rapidement. Donc le carbone fait une liaison, donc là ce qui manque c'est les hydrogènes, hein, d'accord. On suppose qu'il manque que les hydrogènes. Donc le carbone fait, ici ce carbone-là forme une liaison, donc il lui manque 3 liaisons avec un hydrogène. Donc on écrit H3. Alors H3 on peut l'écrire là ou là. D'accord. Celui-là, ce carbone-là fait combien de liaisons? 1, 2, 3. Ce carbone-là fait 3 liaisons, donc il lui manque un hydrogène. On peut écrire H soit là, comme vous voulez. Voilà. Celui-là, pareil, 1, 2, 3 liaisons, donc il en manque une. Ce carbone-là forme 2 liaisons, donc il lui manque 2 hydrogènes. Ce carbone-là forme 3 liaisons, donc il lui manque un hydrogène, bon ici ou ici. Et ce carbone-là forme une liaison, donc il manque 3 hydrogènes. Voilà, l'oxygène, vous voyez, il fait bien 2 liaisons, une liaison ici et une liaison là. Voilà, donc ça, à connaître tout le temps. Alors, les différentes formules. Alors, formule développée, vous voyez, donc on représente toutes les liaisons. Hein, toutes les liaisons. Formule semi-développée. On ne représente pas la liaison avec l'hydrogène. Hein, vous voyez, par exemple, cette liaison-là, elle est représentée ici. Hein, la liaison OH, mais là, elle n'est plus représentée. D'accord. Voilà. On ne représente pas les liaisons avec l'hydrogène. Donc, ça, c'est un peu plus court, si vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, encore plus court, formule topologique. Alors, peut-être que je mette les deux. Formule topologique. Voilà. Alors, formule topologique, donc on ne représente pas seulement la liaison CH. Hein. Vous voyez, la liaison OH, je ne l'ai pas représentée. Hein. Donc, on ne représente pas la liaison CH, on ne représente pas les C, et on fait des angles à 120 degrés. D'accord. Alors, je montre juste comment on fait, comment on trouve ça. C'est pas si simple que ça. Alors, je le fais avec ça. Alors, mettons qu'on ait ça. Voilà, ça. Non, je montre juste. Alors, on dessine d'abord le cycle. Donc, on fait un hexagone. Voilà, comme ça. Donc, on fait un hexagone. Voilà, on met les liaisons alternées, hein, les doubles liaisons. Voilà. Donc, on ne représente pas les C, hein, ni les H. Donc, les angles doivent toujours être à 120 degrés. Donc, ici j'ai un carbone. Hein, donc, ça, cette carbone-carbone, il faut la représenter. Donc, par un trait. Donc, 120 degrés. Hein, voilà, à peu près. C'est pas, voilà, 120 degrés. Ensuite, ici, j'ai un alignement de combien de carbone? 1, 2, 3, 4. D'accord. Et là, j'en ai un. Donc, on pose le stylo et on compte 1. Donc, 1, 2, 3, 4. On fait des zigzags comme ça. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ici, j'ai une liaison carbone-oxygène. Donc, 1, 2, 3, 4. Je mets l'oxygène ici. Voilà. Et ensuite, j'ai 2 carbones. Donc, 1, 2, 1, 2. Et il me manque la double liaison carbone-oxygène à côté de cet oxygène-là. Donc il ne faut pas la mettre là parce que ça fera un angle à 60 degrés, il faut la mettre au-dessus. Voilà. Et enfin la liaison OH ici à 120 degrés, OH. D'accord. Voilà, donc on retrouve bien la même chose. Okay. Voilà. Donc voilà, formule topologique. Et enfin, formule brute, bon ben il faut compter tous les carbones, tous les hydrogènes et les oxygènes, hein, ou 3. Voilà. Alors ensuite, le nom des molécules. Le nom des molécules en chimie organique, hein, on appelle ça la nomenclature en chimie organique. Alors le principe est le suivant. Donc on a une longue chaîne carbonée, non, ça on appelle ça la chaîne principale. On a une fonction, et puis on a des branches, hein, des ramifications, on appelle ça des groupes alkyles. Voilà. Donc il faut nommer les trois. D'accord. Donc on va voir d'abord comment on nomme chacun d'eux. Alors la chaîne principale, elle se nomme avec le suffixe -ane partout, voilà. Et puis on met un préfixe selon le nombre de carbone. Un carbone méthane, 2 carbones éthane. Donc il faut bien retenir. Hein. Met, tête, pro, but. Hein. Ça c'est des préfixes importants. Hein.
met 1 carbone, et 2 carbones, prop 3 carbones, but 4 carbones, hein, met pro but. Hein. Voilà, alors, et après ça suit les préfixes des polygones. Hein. Pentagone, pentane, hexagone, hexane, heptagone, heptane, etc. Mais bon, on va s'arrêter là. Hein. On s'arrête ici. Voilà, donc voilà comment on nomme les chaînes principales, donc avec le suffixe -ane. Alors, les ramifications, on appelle ça des groupes alkyles, et bien c'est le même principe. Hein, donc, s'il y a un carbone seulement dans la branche, ben, ça va être met, mais le suffixe, ça sera il. Hein, méthyle, éthyle, propyle, butyl, etc., etc. Alors ensuite, le nom des fonctions. Alors, je ferai un exemple après hein, pour le nom véritable. Hein. Alors, les fonctions chimie organiques. Alors, il faut les connaître. Hein. On peut vous demander d'entourer la fonction dans une molécule. Voilà, par exemple ici, eh bien, si on veut dire quelles sont les fonctions, eh bien ici on voit la fonction alcool et ici on voit une fonction ester. Hein. Bon, mais je vais revenir. Hein. Voilà, ça c'est une fonction ester. Voilà, bon, alors donc on prend les fonctions une par une. Alors le groupement OH, c'est le fonction alcool, et le suffixe, c'est ol. Hein, et là on met le nom de la chaîne principale, ici. Alors le groupement CHO, alors on peut l'écrire de différentes façons. Hein, donc ce groupement-là, eh bien, en formule développée, il donne ça. D'accord. Et c'est la fonction aldéhyde. C'est-à-dire qu'on a un groupe CO en bout de chaîne. Vous voyez, là on est en bout de chaîne. Hein. Il ne peut pas y avoir de chaîne à droite puisque le carbone forme 4 carbones. Et nom de la chaîne principale plus al. Fonction cétone, eh bien c'est un groupe CO, mais dans une chaîne. C'est pour ça que j'ai mis C et C, hein, à l'intérieur d'une chaîne carbonée. Donc plusieurs façons de la représenter, comme ça ou comme ça, hein, en forme compacte, hein, c'est-à-dire qu'on colle le O au C, on ne représente pas la double liaison CO. Donc quand on voit ça, c'est un groupement CO. Donc fonction cétone, le suffixe céone, chaîne principale plus on. Ensuite, acide carboxylique, COH, hein, forme compacte, forme semi-développée COOH. Voilà. Donc fonction acide carboxylique. Alors le nom, il faut mettre acide, nom de la chaîne principale, hein, butane par exemple, oïque. Quand vous avez un N, dès que vous avez un N, tout seul, c'est une amine, fonction amine. Donc le suffixe, bah, c'est amine, ça c'est simple. Ensuite, il en reste deux. La fonction ester, donc plusieurs façons de la représenter. La fonction classique, c'est celle-là, en formule développée. Donc ça ressemble, la fonction ester, ça ressemble à la fonction je le mets ici, à la fonction acide carboxylique, sauf qu'à la place d'un hydrogène, ici, j'ai une chaîne carbonée. Hein. Ici, on a une chaîne carbonée. Dans ce cas-là, c'est plus un acide carboxylique, c'est un ester. D'accord. Voilà, donc plusieurs façons de la représenter. Donc en formule développée en respectant les angles, formule semi-développée là, voilà, en ne respectant pas les angles, formule compacte. Voilà. Alors donc là, du coup, on a deux chaînes carbonées. On a une chaîne carbonée ici et une chaîne carbonée ici. Alors là, donc j'ai dessiné ici, donc deux chaînes carbonées, une là, une là. Alors la chaîne carbonée principale, c'est celle qui contient le carbone lié aux deux oxygènes. Voilà, ici. Ce carbone-là est lié aux deux oxygènes. Et la chaîne secondaire, c'est celle qui est reliée à un seul oxygène. Donc, comment on nomme ça? On nomme la chaîne principale, ensuite on met OAT de chaîne secondaire. Hein, donc là, concrètement, ça ferait 1, 2, 3, 4. Donc, met, tête, pro, but. Butane OAT de 1, 2, 3. 1, 2, 3, donc met, tête, pro, de propyle. Hein, butanoate de propyle. Mais bon, je vais faire un exemple après. Enfin, quand vous avez ce groupement-là, hein, donc un C, un O et un N reliés, hein, eh bien c'est la fonction amide, donc nom de la chaîne principale plus amide. Alors je fais trois exemples. Alors j'ai pas mis les hydrogènes hein, pour gagner du temps. Donc chaîne principale 1, 2, 3, 4, met, tête, pro, but, donc butane, je l'écris ici, hein, butane. Ensuite, on a une fonction cétone, puisqu'on a une double liaison CO dans la chaîne. Donc, c'est une fonction cétone. Alors, il faut préciser la position de la fonction cétone. Alors, donc, on prend le carbone 1, par exemple, ici, hein, carbone 1, carbone 2. Donc, du coup, on va mettre, il faut préciser la position de la fonction cétone. Donc, 2 on, hein, butane 2 on.
Voilà. Enfin, on a une ramification avec un seul carbone, donc c'est une ramification méthyle. Donc c'est en quelle numérotation? 1, 2, 3. Donc 3 méthylbutane 2-on. Alors pour la numérotation, il faut se débrouiller. Alors on peut numéroter soit à gauche, soit à droite, comme on veut, mais il faut que la somme des coefficients soit la plus basse possible. Bon, là, ça ne changeait rien, parce que si je mets ici, je peux mettre un 2 méthyle et un 3. Si je numérote ici, si c'est le carbone 1, ça va faire un 2 méthyle et un 3 on. Voilà. Donc là, ça ne changeait rien. Mais bon, ça, c'est pas très important, cette histoire de numérotation. Alors, cependant, s'il n'y a pas de ramification, donc le carbone avec l'indice le plus faible, c'est le carbone portant la fonction. Voilà, par exemple ici, si le groupement CO avait été ici, on aurait eu un aldéhyde. Bon, bah, il va de soi que ça c'est le carbone 1. Bon, alors ensuite, là j'ai pris un ester. Donc ici on reconnaît la fonction ester. Voilà, hop, ça c'est la fonction ester. Parce que ici on a COOC. Donc, il faut d'abord nommer la chaîne principale 1, 2, 3, 4, tête, pro, but. Donc, butanoate de tête pro, donc de propyle, méthanoate de propyle. Alors, il faut faire attention avec les esters, il peut y avoir des pièges. Par exemple, celle-là, cette molécule que j'ai dessinée ici. Parce que, vous voyez, donc dans le cours, à gauche, on met la chaîne principale et à droite, la chaîne secondaire. Mais vous voyez, là, c'est l'inverse en fait. Vous voyez, le carbone qui est relié aux deux oxygènes, il est à droite. Donc ça, c'est la chaîne principale. Voilà. Et ça, c'est le carbone qui est relié à l'oxygène seul, donc c'est la chaîne secondaire. Donc il faut nommer d'abord ça. Donc un seul carbone, donc c'est méthane, méthanoate de propyle. Voilà pour ça. Alors après, on continue. Isomère de constitution. Donc j'ai représenté deux molécules différentes, vous voyez, elles sont différentes, ces molécules, c'est pas les mêmes, si je les superpose, ça ne correspond pas. Cependant, elles ont la même formule brute. Donc on appelle ça des isomères de constitution. Donc formule semi-développée différente, mais même formule brute. Voilà, c'est ça les isomères de constitution. Enfin, dernière partie, un peu long, c'est non, alors d'abord les spectres d'absorption. Bon, c'est le dosage spectrophotométrique, mais d'abord je parle un peu des spectres d'absorption. Donc, on peut tracer le spectre d'absorption d'un soluté dans une solution, voilà, en soluté X, soluté Y, et donc on a une courbe comme ça avec une bosse. Il peut y avoir deux bosses. Alors en général c'est une. Alors, alors la question qu'on peut demander, c'est, en voyant ça, est-ce que la solution est colorée ou pas? Voilà, est-ce que le soluté est coloré ou pas? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est si le soluté absorbe dans le domaine visible. Donc 400 c'est violet, 800 c'est rouge, donc le domaine visible c'est entre 400 et 800. Donc on voit que la solution absorbe les radiations autour de 700 nanomètres. Donc, à ce moment-là, le soluté, la solution sera colorée. C'est ce que j'ai écrit. Le soluté X, alors voilà comment il faut rédiger. Le soluté X absorbe, alors dans le domaine visible, j'ai marqué dans le domaine visible, on précise 400-800, donc la solution est colorée. Ici, on a un soluté Y. Voilà le spectre du soluté Y. Donc le soluté Y absorbe dans les ultraviolets, en dessous de 800 c'est les UV. Donc il faut, voilà comment on rédige. Le soluté Y n'absorbe pas de radiation dans le domaine visible. Dans le domaine visible. Donc 400-800 nanomètres. Donc la solution est incolore. Voilà. Alors si la solution est colorée, on peut vous demander quelle est la couleur de la solution. Donc dans ces cas-là, en général, on vous donne le cercle des couleurs complémentaires. Donc vous regardez la longueur d'onde absorbée. Donc on suppose, mettons que la solution absorbe à 500, bon c'est pas le cas ici, mais on suppose que dans mon exemple, que la solution absorbe à 550 nanomètres, la bosse entre guillemets est à 550 nanomètres, on regarde la couleur opposée et ça sera la couleur de la solution. D'accord. Voilà. Alors maintenant, les problèmes qui sont souvent problèmes classiques au bac, les dosages spectrophotométriques par étalonnage. Alors il y a trois étapes.
Alors, première étape, on s'occupe de la solution inconnue. Hein. Donc, on a une solution avec un soluté X dont on aimerait connaître la concentration molaire inconnue. Voilà, ça c'est notre objectif. Alors, souvent, la solution la solution étudiée est trop concentrée. On commence par la diluer. J'ai pris 50 fois. On obtient une solution S. Alors ensuite, on mesure l'absorbance de cette solution. Alors ça, il faut un peu le savoir par cœur parce qu'il peut y avoir des questions ouvertes où vous devez faire un peu ces étapes toutes seules. Hein. Donc voilà, donc ça j'ai mis en rouge. Il faut connaître un peu le plan par cœur hein, parce qu'il peut y avoir des questions ouvertes. Voilà, il faut connaître la procédure si vous voulez. Hein, vous n'êtes pas quitté, il n'y a pas des questions étape par étape. Alors donc on mesure l'absorbance de la solution diluée. Voilà, ça c'est première étape. On met de côté. Ensuite, deuxième étape. Dans le laboratoire de physique-chimie, on prend une solution qui contient le soluté X de concentration connue. Donc ça, on va appeler ça la solution mère. Et la concentration, on va l'appeler C0. Et on va faire plusieurs dilutions de cette solution pour réaliser ce qu'on appelle une échelle de teinte, hein, si la solution est colorée. Si la solution est incolore, on appelle ça une gamme de solutions étalons. Alors alors vous pouvez avoir des questions sur la réalisation de l'échelle de teinte. Voilà, alors comment on fait hein. Donc vous avez 5 tubes à essai, alors voilà, on vous donne le protocole. Dans le tube 1, on met 2 ml de solution mère et on met 14 ml d'eau, hein, donc ça va être dilué. Dans le tube 2, on va mettre plus de solution mère, 4 ml, et on met un peu moins d'eau. Voilà, donc là, ça va être plus concentré. Le volume est constant, hein, ça fait 14, ça fait 16 millilitres. Hein, voilà. Donc là, ça sera plus concentré. Hein. Après, donc, on rajoute plus de solution mère, encore moins d'eau, donc c'est de plus en plus concentré. On a des solutions qui sont de plus en plus foncées. Alors la question qui vient souvent, c'est une fois qu'on a fait ça, quelle est la concentration molaire de chaque solution étalon. Donc j'ai fait, pour la solution 1, j'ai fait le calcul. Donc on écrit C phi V phi égale C mère V mère. C phi, eh bien ça fait C mère, C mère V mère sur V phi. Ensuite on met les indices correspondant à l'énoncé. Donc la solution phi que l'on cherche, c'est la 1. C mère V mère, c'est l'indice 0, donc on met C0, V0. Et attention, ici c'est le volume total. Hein. V phi, c'est le volume total. Et on fait l'application numérique. Donc la concentration de la solution mère, c'est 2,0010.2 mol par litre. Ici, bon, j'ai mis 2, mais en fait c'est précis, hein, c'est 2,00 parce que sinon on va être embêté avec les chiffres significatifs. Donc solution mère, on en a mis 2 millilitres. Alors, on n'est pas obligé de mettre en litres puisqu'on a un volume au numérateur, un volume au dénominateur, donc on peut laisser en millilitres. Voilà, et là, faites attention, il ne faut pas mettre 14, hein, il faut mettre 16, hein, c'est le volume total. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on met tous nos... On fait un petit résumé sur un tableau, donc on a nos 5 solutions, on met les concentrations qu'on a calculées, on mesure l'absorbance de chaque solution dans les tubes à essai, et on trace cette droite. Alors, en théorie, si les mesures sont parfaites, sans aucune erreur, on a des points parfaitement alignés, comme ça, donc on a une fonction linéaire. En pratique, il se peut que ça soit pas aligné. Hein. Si les points ne sont pas alignés, ben vous passez au milieu du nuage de points. Hein, vous faites une droite moyenne, hein, parce qu'en théorie, on doit avoir une droite. Hein. Si les points ne sont pas alignés, c'est uniquement à cause des erreurs expérimentales. Donc on a une fonction linéaire. Il y a proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc on note ça comme ça, 1 égale K fois C. K, c'est le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient directeur de la droite, et cette relation, on appelle ça la loi de Beer-Lambert. D'accord. Donc, alors une fois, donc voilà, donc ça, on appelle ça la courbe d'étalonnage, hein, ou la droite d'étalonnage. Donc maintenant, le bilan. Le bilan. Donc, on a notre droite d'étalonnage. Au tout départ, on avait mesuré l'absorbance de la solution diluée. Donc, on utilise l'absorbance de la solution diluée pour trouver sa concentration avec la droite d'étalonnage ou avec la loi de Beer-Lambert si on vous la donne. Ça sera plus précis. Donc vous trouvez, donc vous lisez la valeur, hein, donc vous avez la valeur de la solution diluée, mais la solution diluée, c'est pas la solution initiale. Hein. La solution initiale, c'est celle-là. Hein, d'accord. Donc là, vous avez l'absorbance de la solution diluée. Donc il faut utiliser le facteur de dilution. Donc on écrit la solution a été diluée 50 fois. Donc la concentration de la solution inconnue, eh bien, elle est 50 fois supérieure à la solution diluée. Donc on écrit ça et on cherche Cx. Et c'est fini. Voilà. Si on vous demande que ça. Mais en général, il y a des problèmes. Donc là, il ne peut pas y avoir de cours là-dessus. Il faut un peu chercher. Il faut un peu se débrouiller. C'est différent à chaque cas. Mais sachez en tous les cas que dans les problèmes, il est souvent utile de déterminer la concentration massique
de la solution, la concentration massique en soluté X, parce que c'est pratique, hein. En général, on demande des masses, etc. Donc, calculer, hein, moi je vous conseille de calculer la concentration massique. Donc, la formule de la concentration massique, c'est pas compliqué, hein. C'est Cm égale Cm. D'accord? Donc, concentration massique en grammes par litre, concentration molaire en mol par litre, et masse molaire en grammes par mol. Voilà, c'est fini pour ce résumé.